Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo fait partie de la playlist sur les fonctions de plusieurs variables. Alors aujourd'hui on va voir les notions de limite et de continuité. Alors on va se consacrer à des fonctions de deux variables, mais tous les résultats qu'on va obtenir se généralisent sans aucun problème. Alors allons-y, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va voir la distance euclidienne sur R2, donc c'est elle qui va nous permettre de définir les notions de convergence, et donc il va nous donner les éléments de topologie associés à cette distance. Donc on va faire un petit détour du côté des ouverts, fermés, intérieurs, adhérence, convergence des suites et des suites de Cauchy. Bon, alors la distance euclidienne, dont Rn et dont R2, c'est ce qui généralise la valeur absolue dans R. Et donc voilà. Alors après, on va introduire la notion de limite et de continuité d'une fonction de deux variables. On va donner la caractérisation par les suites, qui va être très utile en pratique. Et on va donner des exemples. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, tout ce qu'on fait dans cette vidéo, eh bien, vous pouvez remplacer R2 par Rn sans aucune difficulté. Voilà, donc je me suis restreint à R2 pour des raisons pédagogiques. Alors allons-y, la distance euclidienne, donc dans R2 et dans Rn, il y a un produit scalaire. Donc le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le produit scalaire euclidien, donc c'est UV x1, x2 plus y1, y2. Alors ce produit scalaire, on lui associe une norme. Donc la norme d'un vecteur, c'est la racine du produit scalaire de U avec lui-même. Donc c'est racine de x carré plus y carré. Et la distance de deux vecteurs, c'est la norme de leur différence. Et voilà, donc c'est ce qui est connu comme la distance euclidienne. Alors donc c'est cette distance qu'on va utiliser pour définir les notions de convergence de suite, de limite de fonction, et après pour une prochaine vidéo, la notion de différenciabilité, etc. Alors, on a ces deux inégalités importantes. La valeur absolue des composantes du vecteur est inférieure à la norme, puisque si vous faites x au carré, ici, donc si vous faites la valeur absolue de x au carré, vous allez obtenir aussi x carré inférieur à x carré plus y carré, et là la même chose. Donc ça c'est une propriété importante. La norme euclidienne généralise la valeur absolue. Si vous prenez un vecteur de la forme x0, ben sa norme c'est la valeur absolue de sa composante non nulle. La même chose si vous prenez 0x. Et on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors l'inégalité, bon, il n'apparaît pas ici. L'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est que le produit scalaire de UV est inférieur ou égal à la norme de U fois la norme de V. Voilà, donc il n'apparaît pas ici dans la vidéo, là on va la voir. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est facile à démontrer. Vous écrivez que la norme de U plus TV au carré est positif, et quel que soit t, et vous allez trouver que la condition sur le discriminant du polynôme en t qu'on obtient, c'est exactement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc ça c'est quelque chose qui est connu. Voilà. Alors les propriétés de la norme, donc c'est une norme au sens que c'est positif. La séparation, il s'annule si seulement si la norme d'un vecteur s'annule si seulement si ce vecteur est nul. L'inégalité triangulaire,
Et si vous multipliez un vecteur par un scalaire, la norme de xu, c'est la valeur absolue de x fois la norme de u. Bon, alors, 1, 2 et 4 sont faciles. Donc, alors, il reste l'inégalité triangulaire. Et l'inégalité triangulaire, c'est équivalent à l'inégalité de Schwarz. Si vous considérez cette quantité-là, vous calculez u plus v au carré moins norme de u plus norme de v au carré. Donc là, ça c'est au carré, c'est le produit scalaire. Alors ici, il y aura u moins u au carré, donc il va simplifier. VV, il restera 2uv, 2 produit scalaire moins ça. Et l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous dit que ça, c'est plus petit que ça. Donc cette quantité est négative et on obtient... Donc en fait, l'inégalité triangulaire est équivalente à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors en termes de distance, les propriétés qu'on vient d'écrire vont s'exprimer que D c'est une distance, la distance, donc au sens que la distance de deux vecteurs est toujours positive. La séparation, la distance de deux vecteurs est nulle si seulement si sont égaux. La symétrie et l'inégalité triangulaire. Voilà, donc c'est ça, la distance euclidienne. Alors maintenant, avec cette distance, on peut définir une topologie. Alors, sur R2 ou sur R1, parce que tout ce qu'on a fait ici, vous pouvez remplacer 2 par n. Alors, on aura deux notions importantes de topologie, à savoir la notion d'ouvert et de fermé. Et ces deux notions reposent sur la notion de boule ouverte et fermée. Donc, si vous prenez un vecteur U, la boule ouverte de centre U0 et de rayon R, c'est l'ensemble des vecteurs V qui sont à une distance strictement inférieure à R de U0. Voilà, donc ça c'est la notion de boule. Donc vous aurez c'est à l'intérieur du cercle de centre U0 et de rayon R. Bon, la boule fermée, on prend au lieu de l'inégalité stricte, on prend l'inégalité large. Donc voilà, donc c'est ça la notion de boule ouverte et boule fermée. Alors à partir de là, on peut définir la notion d'ouvert. Donc un ouvert de R2, c'est une partie telle que pour tout point est contenu dans une boule centrée en ce point et qui est entièrement contenu dans l'ensemble, dans l'ouvert. Voilà, donc l'ouvert, c'est tous les points admettent une boule autour d'eux et qui reste entièrement contenu dans oméga. Donc ici, par exemple, dans ces exemples, donc là, si vous prenez ce domaine-là à l'intérieur et vous enlevez la frontière, tout point, vous pouvez mettre une petite boule autour de ce point et vous restez dans votre ouvert. Même si vous vous approchez du bord, vous pouvez toujours trouver une petite boule. Voilà. Alors par contre, si vous prenez l'ensemble avec la frontière, ce n'est plus un ouvert, parce que si vous prenez un point ici, quelle que soit la boule que vous prenez, aussi petite que vous voulez, vous allez déborder, vous allez sortir de votre ensemble. Alors ici, si vous prenez l'extérieur de ce domaine-là, là aussi c'est un ouvert, parce que tous les points, vous pouvez les mettre. Si vous prenez une droite, la droite en elle-même, c'est pas un ouvert, parce que si vous prenez un point et vous prenez une petite boule, vous sortez de la droite. Par contre, si vous prenez le complémentaire de la droite, c'est un ouvert. Alors voilà, et donc ça nous donne la notion de fermé. Un fermé, c'est une partie dont le complémentaire est ouvert.
Alors bien sûr, R2 est un ouvert, ça c'est clair. Et l'ensemble vide est un ouvert parce que vous ne pouvez pas. Donc la négation d'ouvert, c'est il existe un point tel que toutes les boules centrées ne sont pas incluses dans U et il n'existe rien dans l'ensemble vide, donc l'ensemble vide est un ouvert et fermé. Donc R2 et l'ensemble vide sont à la fois ouverts et fermés. Alors ici, exemple de fermé, c'est la droite. Toute droite est un fermé puisque le complémentaire est un ouvert. Alors attention, ici, ce ne sont pas des notions opposées. C'est-à-dire que si un ensemble n'est pas ouvert, ça ne veut pas dire qu'il est fermé. C'est pas comme les portes. Une porte, il est soit fermé, soit ouvert. Vous pouvez bien sûr trouver des ensembles qui ne sont ni ouverts ni fermés. Donc par exemple, vous prenez cette droite, union c'est ouvert là à l'intérieur, ce n'est ni ouvert ni fermé. Ce n'est pas ouvert parce que la droite, les points ne peuvent pas être mis dans une boule. Et c'est pas fermé si vous prenez le complémentaire, le complémentaire va contenir cette frontière et aussi c'est pas ouvert. Voilà, donc il y a des ensembles qui ne sont ni ouverts ni fermés. Voilà, donc ouvert. Alors les ouverts, donc c'est important parce que ça veut dire que tout point, si vous êtes dans un point, vous pouvez aller dans toutes les directions tout en restant dans l'ouvert. C'est ça ce qui est important. Alors, toute boule ouverte est un ouvert. Voilà, donc ça c'est naturel. Alors la démonstration, donc j'ai ma boule ouverte ici. Je prends un vecteur V et je dois trouver une petite boule qui reste dans la boule. Ici on voit bien que si je prends la boule dans le rayon, c'est la moitié de cette quantité. Alors cette quantité, c'est le rayon moins la distance de UV. Donc si je prends cette boule, il est entièrement contenu dans UR. Alors donc voilà, donc je prends R égale à 1 demi R1. Donc cette petite quantité, c'est la moitié de cette distance. Et cette distance, c'est le rayon moins la distance de UV. Alors si je prends un point X là-dedans, je vais montrer qu'il est là-dedans. Donc si je prends X là-dedans, donc ça veut dire il vérifie ça. Il est inférieur à R'. Et je veux montrer qu'il est dans cette boule, donc je dois calculer la distance de X à U. Alors la distance de X à U, c'est la distance de X à V plus la distance de V à U, l'inégalité triangulaire. Alors ça, c'est inférieur à ça, plus cette quantité, donc c'est cette quantité plus cette quantité, c'est 1 demi de R, ça, moins 1 demi de ça, donc c'est ça. Et c'est strictement inférieur, et ça c'est inférieur à R, puisque V il est dans la boule, et donc c'est strictement inférieur à R. Voilà, donc une petite démonstration du fait que toute boule ouverte est un ouvert. Alors maintenant, toute boule fermée aussi est un fermé. Donc j'ai la boule fermée ici. Et je veux montrer qu'il est fermé, donc je dois montrer que le complémentaire est ouvert. Alors pour montrer que le complémentaire est ouvert, donc je prends un point dans le complémentaire, donc qui n'est pas dans la boule. Et je dois montrer qu'il y a une boule telle que toute la boule est dans le complémentaire. Alors je prends ici la même chose, la moitié, et je ne dois pas toucher ici. Donc
je prends quelque chose, bon, la moitié de ça par exemple. Alors cette partie-là, ça c'est la distance de UV moins R. Donc si je prends R' égale à ça, et ben, je vais montrer que cette boule reste dans le complémentaire. Alors là, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc je prends un élément dans la boule, donc dxv inférieur à ça. Alors dxu, c'est supérieur ou égal à ça, moins ça, à cause de l'inégalité triangulaire. Alors ça, c'est supérieur à moins ça. Donc j'ai ça moins ça, et donc c'est ça, et ça c'est supérieur strictement à R, puisque UV est dans le complémentaire, et j'ai montré le résultat. Voilà, alors donc ça c'est deux exemples pour manipuler la notion d'ouvert et de fermé. Alors les ouverts, ils ont les propriétés des ouverts. Si vous prenez une réunion quelconque d'ouverts, ça reste un ouvert. Et si vous prenez une intersection finie d'ouvert, ça reste un ouvert. Alors comme les fermés, c'est le complémentaire, les notions vont, parce que le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires. Maintenant, si vous avez une famille de fermés, alors l'intersection, une famille quelconque de fermés, l'intersection reste fermée. Et on a la réunion d'une famille finie de fermés est infermée. Voilà, donc ça, c'est important. Pour les ouverts, la réunion quelconque reste ouverte. Par contre, pour l'intersection, on prend une intersection finie. Alors allons-y, la démonstration. Donc je prends un élément dans la réunion et je veux montrer qu'il existe une boule centrée en X qui reste dans la réunion. Alors si je prends un X dans la réunion, il est dans un ouvert UI0. Mais comme ça c'est un ouvert, il existe une boule centrée en X qui est contenue dans UI0 et ça c'est contenu dans la réunion. Alors par contre, si je prends X dans l'intersection, ça veut dire il est dans tous les UI. Et donc pour chaque UI, il va exister une boule centrée en X contenue dans UI. Et ici, on prend le minimum. R, c'est le minimum de R1, Rn. Et on a la boule de centre X et de rayon R, puisque R est plus petit que tous les RI, va rester dans la boule PXRI, qui est dans UI, donc cette boule est contenue dans tous les UI, et donc il est dans l'intersection. Alors, c'est pour ça que si je prends une famille infinie, le minimum peut être égal à 0. Donc, supposons que RI, c'est 1 sur I. Donc le minimum va être 0 et donc je ne peux pas, c'est pour ça qu'on a besoin de prendre une famille finie. Voilà, et pour la réunion, pour les fermer, vous utilisez le fait que le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires, et le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion des complémentaires. Alors, bien sûr, donc, une famille quelconque d'ouverts qui est non finie, l'intersection n'est pas un ouvert. Donc, par exemple, si vous prenez les boules de centre 0 et de rayon 1 sur n, l'intersection c'est 0. Si vous avez un vecteur dans l'intersection, ça veut dire que sa norme est inférieure ou égale à 1 sur n, quel que soit n. Alors le seul vecteur qui vérifie ça, c'est 0. Et 0 n'est pas ouvert, puisque vous ne pouvez pas, si vous prenez une petite boule autour de 0, elle va sortir de cet ensemble. Et vous prenez les complémentaires aussi. Donc une réunion quelconque de fermé n'est pas forcément un fermé. Voilà. Alors maintenant, deux notions importantes, la notion du point intérieur et de l'adhérence.
Alors un point X est intérieur à un ensemble A, donc il est dans A, il est intérieur à A si il y a toute une boule centrée en X qui reste dans A. Et on notera à A cirque l'ensemble des points intérieurs à A. Alors bien sûr, on a clairement que l'intérieur, puisque par définition, pour être intérieur, il faut que le point soit dans A. Alors un point adhérent, X est adhérent à A, donc X il est dans R2, il est adhérent à A si chaque fois que vous prenez une boule de centre X et de rayon R, eh bien, il va intersecter l'ensemble A. Donc vous ne pouvez pas isoler X dans une boule qui ne rencontre pas A. Et on notera A bar l'ensemble des points adhérents à A. Alors on a clairement, si vous avez un point de A, il est bien sûr adhérent à A, puisque toute boule qui centrée en X, et ben, X il est dans la boule, il est dans A. Donc on a cette relation-là. Alors là, sur les schémas de tout à l'heure, ici, donc par exemple, si vous prenez cet ensemble comme A, ben, ce point-là n'est pas adhérent à A, parce que vous pouvez l'isoler, vous pouvez le mettre dans une boule qui ne rencontre pas A. Par contre, si vous prenez un point dans la frontière, eh bien, il est adhérent, parce que chaque fois que vous prenez une boule, eh bien, vous allez rencontrer A forcément. Donc toutes les boules centrées en ce point. Donc adhérent, ça veut dire, voilà, on ne peut pas l'isoler de A. Il est collé à l'ensemble A. Voilà, donc par contre, ça, ce point n'est pas un point adhérent. Alors intérieur, par exemple, ce point-là n'est pas intérieur à cet ensemble, puisque vous ne pouvez pas le mettre dans une boule qui est entièrement contenue dans l'ensemble. Donc ça, ce n'est pas un point. Par contre, les points ici sont intérieurs. Voilà, alors on va voir un exemple. Alors si je prends la droite X, la droite des X, alors on a l'intérieur est vide, puisque si vous prenez la droite, si vous prenez n'importe quel point, vous ne pouvez pas le mettre dans une boule qui reste sur la droite, puisque toute boule va déborder. Et les points adhérents, ce sont seulement les points de A. Adhérent de A égale A. Voilà, parce que si vous prenez un élément qui n'est pas dans A, qui n'est pas dans la droite, donc ici dans cet exemple-là, ici, si vous avez ici la droite, si vous prenez un point qui n'est pas dans la droite, eh bien, il ne peut pas être adhérent, puisque vous pouvez toujours le mettre dans une boule qui ne rencontre pas A. Donc les seuls points adhérents, ce sont les points de A. Alors là, la démonstration rigoureuse de ce fait, si je prends un élément de la droite A, chaque fois que je prends une boule, et bien cette boule contient cet élément-là, Vx R sur 2, puisque si vous faites la distance de x à R sur 2, c'est R sur 2, il est plus petit, donc ce point il est dans la boule, mais ce point n'appartient pas à A. Donc la boule ne peut pas être contenue dans A. Maintenant, pour montrer que A appartient à A bar, donc je prends un élément dans A bar. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dans A bar? Ça veut dire que toutes les boules centrées en U rencontrent A. Donc par exemple, les boules de centre U et de rayon 1 sur N rencontrent A. Ça veut dire qu'il y a un élément dans cette boule et dans A. Donc il va exister un élément xn0 dans A, tel que la distance qu'il est aussi là-dedans. Alors vous remarquez que la valeur absolue de y est plus petite que ça. Et ça c'est plus petit que 1 sur n, donc la valeur absolue de y est inférieure à 1 sur n, donc y égale à 0. Donc tout point dans l'adhérent
ben, y égale à 0, il est donc dans A. Voilà, donc ça c'est la propriété de l'intérieur et de l'adhérence. Alors d'abord on va voir que ce sont deux notions complémentaires. Ça veut dire que l'intérieur du complémentaire d'un ensemble, c'est le complémentaire de l'adhérent. Et la deuxième propriété, on va voir que si U est un ouvert contenu dans A, alors il est contenu dans l'intérieur. Donc en particulier, l'intérieur va être un ouvert. Et en fait, ça va être le plus grand ouvert contenu dans A. Ou si vous voulez, la réunion de tous les ouverts contenus dans A. Maintenant, si A est contenu dans un fermé, alors l'adhérence de A est contenue dans ce fermé. Donc en particulier, l'adhérence est un fermé et ça va être l'intersection de tous les fermés qui contient A. Et une propriété importante, un ensemble est ouvert si seulement si il est égal à son intérieur. Et un ensemble est fermé si seulement si il est égal à son adhérence. Voilà, alors c'est donc voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les notions de intérieur et adhérence sont complémentaires, que l'intérieur est la réunion de tous les ouverts contenus dans A, et l'adhérence, c'est l'intersection de tous les fermés contenant A. Alors, la démonstration, si je prends un élément qui est dans l'intérieur du complémentaire, donc voilà, donc ça veut dire qu'il va exister une boule R telle que centrée en X qui est entièrement contenue dans le complémentaire. Et ça, cette boule étant entièrement contenue dans le complémentaire, ça veut dire qu'il ne rencontre pas A. Voilà, et donc ça, c'est équivalent à dire ça. Et donc on a trouvé, il existe une boule R qui centrée en X qui ne rencontre A, ça veut dire que X n'appartient pas à l'adhérence. Et donc X, elle est dans le complémentaire. Voilà, donc ça c'est juste écrire les définitions. Alors maintenant, si je prends un ouvert contenu dans A, si je prends un point dans U, donc il est contenu dans une boule X, R, et qui est contenu dans U et qui est bien sûr dans A. Et donc X va être intérieur, puisqu'on a trouvé une boule centrée en X qui est entièrement contenue. Donc voilà, donc U est inclus dans l'intérieur. Alors donc tous les ouverts contenus dans U, dans A, sont dans l'intérieur, et donc la réunion de ces ouverts va être dans l'intérieur. Maintenant, si vous prenez un point dans l'intérieur, il est contenu dans une boule de centre X et de rayon R dans A qui est un ouvert, donc il est contenu dans la réunion de ces ouverts. Voilà, et ça c'est facile. A est intérieur, est égal à son intérieur si seulement si A est un ouvert. Bon, si A est égal à son intérieur, bon, ça va être un ouvert, puisque on a vu que l'intérieur est un ouvert. Maintenant, si A est un ouvert contenu dans A, et donc il est contenu dans l'intérieur. Et pour les fermer, ben, on passe au complémentaire et on obtient les mêmes résultats. Voilà. Voilà, donc la conclusion, c'est que l'intérieur est la réunion de tous les ouverts contenus dans A, et l'adhérence est l'intersection de tous les fermés contenant A. Voilà, alors maintenant la notion de convergence de suite dans Rn ou dans R2, donc c'est lié à la distance, donc une suite converge vers L. Si pour tout epsilon, il existe un rond tel que tous les termes à partir de ce rond sont à une distance inférieure ou égale à epsilon de la limite.
Voilà, donc ça, alors une propriété importante, c'est que une suite UN égale à xn, yn converge vers L, et bien si seulement si les deux composantes convergent vers L. Donc ça c'est pratique. Dans la pratique, si vous avez une suite dont Rn en général, pour montrer qu'il converge vers un L, il faut montrer que toutes les composantes sont convergentes. Voilà, et donc ça c'est important. Alors la démonstration, ben, parce qu'on sait que xn moins L1 est inférieur à la distance, et yn moins L2 est inférieur à la distance. Donc, ben, si la suite converge vers L, ben, xn converge vers L1 et yn converge vers L2. Et inversement, si xn converge vers L1, yn converge vers L2, ben, la distance de un à L va tendre vers 0 et on a le résultat. Alors, la même chose pour les suites de Cauchy. Donc, une suite de Cauchy dans R2, donc c'est une suite qui, pour tout epsilon, il existe un rang tel que tous les termes de la suite en distance entre inférieur ou égal à epsilon. Et bien là, la même chose, une suite UN et de Cauchy, si seulement si les suites xn, yn sont de Cauchy. Là, c'est toujours la même histoire, donc c'est ça, à cause de ces inégalités. Et puisqu'on a vu toute suite, alors il y a une vidéo consacrée à toute suite convergente de R et de Cauchy, et la réciproque, toute suite de Cauchy est convergente. Donc on déduit, puisque être de Cauchy ou être convergent dans Rn en général, c'est équivalent au fait que les composantes de la suite sont de Cauchy ou convergentes. Donc une suite de R2 et de Cauchy, si seulement si il est convergente. Ici il est convergente. Voilà, alors maintenant on va donner une caractérisation de l'adhérence par les suites. Donc un élément est adhérent si seulement si il existe une suite UN de point de A qui converge vers X. Donc ça c'est si vous avez un élément, s'il y a une suite de points de A qui converge vers U ici, pas X, qui converge vers U, alors U est dans A bar. Et on a la réciproque. Si U est dans A bar, et là on l'utilise surtout dans ce sens-là, un élément est adhérent, donc il existe une suite de points de A qui converge ici vers U. Et un ensemble est fermé si seulement si, pour toute suite de points de A convergente, donc si vous prenez une suite de points de A convergente, ben, la limite va rester dans A. Donc et ça correspond à être fermé, c'est-à-dire que les limites des suites de points de A ben, restent dans A. Alors la démonstration, donc si je prends U dans A bar, ça veut dire que toutes les boules centrées en U rencontrent A, donc en particulier les boules de centre 1 sur N vont rencontrer A. Et donc, il va exister un élément dans la boule et dans A, que je note UN. Alors, être dans la boule, ça veut dire ça. Et ça veut dire que la limite de UN égale à U. Et donc, on a trouvé, pour U dans A bar, on a trouvé une suite de points de A qui convergent vers U. Et si j'ai un point dans R2 qui est limite d'une suite de points de A. Si je prends R positif, je dois montrer que U est adhérent à A. Donc je dois montrer que la boule de centre U de rayon R rencontre A. Alors puisque U est limite d'une suite, pour R, eh ben, il y a un UN dans la distance de UN à U est inférieur à R. Ça, c'est la convergence. Et ce UN, il est
dans la boule. Et bien sûr, elle est dans A, puisque les suites sont dans A, et donc UN est dans l'intersection, et donc l'intersection est non vide. Et donc on a montré que quel que soit R, la boule de centre U et de rayon R inter A est non vide. Alors maintenant, pour les fermer, donc si je suppose que A est fermé, et j'ai une suite de points de A qui convergent vers U. Alors on a vu que U appartient à A bar, mais on a vu tout à l'heure que U est fermé si seulement si A bar égale à A. Donc on a ça. Et maintenant, supposons que tout point de A qui converge vers A converge dans A. Donc, et on va montrer ça. Alors on a ça A inclus dans A bar, c'est par définition. Maintenant, si je prends U en A bar, donc il va exister une suite, on a vu, il existe une suite de points de A qui convergent vers U. Et donc, et les limites des suites de points de A sont dans A, et donc U appartient à A. Et voilà. Donc là, on a fait un peu le tour de ces notions de topologie qui sont le départ de la topologie plus générale et de propriétés plus générales. Alors maintenant, la notion donc, de continuité et de limite. Donc je prends une fonction définie sur une partie A de R2 et je prends un point dans l'adhérence. Alors on dira que f tend vers L quand U tend vers U0 si on a, donc on écrit la même propriété dans le cas de fonction de R dans R en utilisant la distance. Dans R, on utilise la distance associée à la valeur absolue. Ici, on utilise la distance associée à la norme euclidienne. Donc, quel que soit epsilon, il existe un delta tel que si D, c'est pour un élément dans A, D de U est inférieur à delta, F de U moins L est inférieur à quand les U s'approchent de U0, F de U s'approche de L. Donc ce réel, on l'appelle limite de F en I0 et on le note comme ça. Alors, la caractérisation importante, c'est que la limite, lorsque U tend vers U0 de F de U égale à L, si seulement si, pour toute suite de points de A, moins U0 qui converge vers U0, on a la limite de f de un converge vers L. Alors ça, c'est une propriété importante. Donc, pour montrer que une fonction tend vers L lorsque U tend vers U0, eh bien, il suffit de montrer que toute suite de points de A qui convergent vers U0, la limite de f de un égale à L. Et on va voir que ça, c'est très pratique pour montrer justement que la limite n'existe pas. Alors, la démonstration, on suppose que dans un sens, puisque c'est si seulement si, on suppose que U tend vers U0, lorsque U tend vers U0, f de U égale à L, tend vers L, et je prends une suite de points de A qui convergent vers U0 et je veux montrer que f de Un tend vers L. Donc je prends un epsilon. Alors à cause de cette relation, il va exister un delta tel que quel que soit U dans A, distance de U à U0 inférieure à delta entraîne que f de U moins L est inférieur à epsilon. Mais maintenant la suite UN tend vers U0. Donc pour ce delta, il va exister un rang tel que distance de UN à U0 est inférieure à L delta pour tous les termes supérieurs à ce rang. Et à cause de cette implication, puisque on a ça inférieur à delta, on va voir que pour tout n supérieur à n, f de UN moins L est inférieur à epsilon. Donc qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que quel que soit epsilon, il existe un n
tel que quel que soit n supérieur à n, f de un moins l est inférieur à epsilon, et donc ça, c'est ça exactement dire que la limite de f de un égale à l. Alors, dans l'autre sens, si tout de suite converge entraîne que la limite c'est f de un, on va faire la contraposée. On va supposer que la limite n'est pas de f de u lorsque u tend vers 0 est différente de l. Alors pour ça, on écrit la négation de ça. J'écris la négation de ça. La négation, c'est qu'il existe, quel que soit, il existe ça, et ça est vrai et ça n'est pas vrai. Donc la négation, il existe un epsilon, tel que quel que soit delta, il existe un élément dans A qui dépend de delta, tel que la distance de U delta ici, U delta epsilon est inférieur à delta, mais f de U delta moins L est strictement inférieur à epsilon. Alors, quand on a quel que soit delta, il existe, on construit des suites comme ça. On prend delta égale à 1 sur n. Donc, il va exister un un tel que distance de un inférieure, et on a ça. Alors, la suite un converge vers u0, mais f de un ne converge pas vers l. Et donc, voilà, j'ai montré la contraposée. Et donc, le résultat est vérifié. Voilà, alors cette propriété sert à montrer que certaines fonctions n'ont pas de limite en certains points. Alors par exemple, pour montrer qu'une fonction n'a pas de limite en un point, ben, il suffit de trouver de suite un vn qui convergent vers u0 et dont leur limite est différente. Parce que si f de un tend vers l, ben, les suites f de un et f de l vont tendre vers le même l. Alors s'ils tendent vers deux limites différentes, et ben, ça veut dire que la limite de f n'existe pas. Voilà, donc c'est ça la remarque importante et qu'on utilise beaucoup dans les exercices. Alors par exemple, je prends cette fonction f définie sur R2-0 et je veux montrer qu'il n'admet pas de limite en 0. Alors pour cela, je considère ces deux suites, un égale à 0, 1 sur n, et vn égale à 1 sur n0. Alors bien sûr, ces deux suites tendent vers 0, puisque leur composante tend vers 0. Si je calcule f de un c'est 1 sur n au carré sur 1 sur n au carré, c'est 1, donc la limite c'est 1. Et si je calcule limite de f de vn, et ben c'est 0 sur ça, sur 1 sur n, c'est 0, et la limite. Et voilà, et donc vous voyez, donc cette caractérisation par les suites nous permet de montrer rapidement que cette fonction n'a pas de limite en 0. Alors maintenant, la continuité, ben, c'est comme dans R, f est continu en S0 si seulement si la limite lorsque u tend vers u0 de f de u égale à f de 0. Et on considère, on note A l'ensemble des fonctions continues en tout point de A. Alors la notion de continuité, puisque en utilisant la caractérisation par les suites, on peut montrer que si f est continu, la somme est continue, le produit, le quotient, tout ça est continu. Et la composée aussi, si vous composez une fonction de deux variables avec une fonction définie sur un intervalle, et bien ça reste continu. Tout ça se montre en utilisant la caractérisation avec les suites. Alors, on donne des exemples. Alors, si je prends cette fonction-là, de xy égale x carré, y carré sur x pour e0 égale à ça. Alors, cette fonction, donc c'est le quotient de fonction continue pour xy différent de 0, donc il est continu. Et maintenant, étudions la continuité.
Et pour montrer la continuité, je vais montrer que pour toute suite xn, yn qui converge vers 0, f de xn, yn converge vers 0, en utilisant la caractérisation. Alors je remarque que xn au carré, yn au carré est inférieur à ça. Ça c'est si vous faites la différence, si vous multipliez ici par 2 et vous faites la différence de ça moins ça, donc vous allez trouver un carré et donc c'est positif. Et donc f de xn est inférieur à ça en valeur absolue. Alors la suite xn, yn tend vers 0, donc ça tend vers 0. Et donc on a montré que la limite lorsque u tend vers 0 de f de u égale à f de 0, et donc f est continu en 0. Maintenant, on prend une autre fonction. Cette fois-ci, on prend au lieu de x carré, y carré, je prends xy. Et donc là, on va montrer par contre qu'il n'est pas continu en 0. Bon, il est continu pour x différent de 0, mais on va montrer qu'il n'est pas continu en 0. Alors pour cela, ben, je considère ces deux suites, ANPN et CNTN. Et ces deux suites, bien sûr, tendent vers 0. Mais si je calcule f de ANPN, donc ici je remplace, donc là je vais avoir 1 sur n au carré sur 2 sur n au carré, donc je vais trouver 1,5. Et pour f de CNTN, puisque tn égale à 0, ça donne 0. Et la limite n'existe pas, puisque on a 2. Et donc f n'est pas continu en 0. Voilà. Et on arrive à la fin de cette leçon. D'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouvera sûrement dans une prochaine leçon mathématique. En attendant, donc, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, partager, faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Et je vous souhaite une excellente soirée.